Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner le rapport de notre collègue Fiona Lazard sur la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les hommes et sur la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes. Vous avez tous dû recevoir par voie informatique ce midi son projet de rapport qui aborde la problématique des violences conjugales de manière très complète. J'ai également bien conscience des délais qui ont été les vôtres pour examiner ces rapports. Vous nous en excuserez, mais en raison des délais, on a fait au mieux et je sais que la rapporteure et les services ont fait au mieux pour pouvoir être prêts pour aujourd'hui. Vous en trouverez normalement également, il me semble, une version imprimée également à l'entrée de la salle. Hein, c'est bon, vous avez ce qu'il faut. Très bien. Nommé rapporteur sur ces deux propositions de loi le 18 septembre dernier, vous avez dû donc travailler, Madame la rapporteure, dans un temps extrêmement contraint, qui s'explique par l'inscription de ces textes à l'ordre du jour de la commission de loi dès demain et en séance, je vous le rappelle, le 10 octobre prochain. Donc je vous remercie vraiment pour votre réactivité. Je remercie également les services de la délégation et l'appui d'ailleurs également dont ils ont pu bénéficier afin d'avoir pu mener l'étude de ces deux propositions de loi dans les temps partis. Depuis le 18 septembre, vous avez conduit des auditions en tant que rapporteur et vous avez pu, dans le cadre des réunions de la délégation également, interroger sur plusieurs points la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Je rappelle que nous avons également organisé la semaine dernière une table ronde avec plusieurs associations spécialisées dans la lutte contre les violences conjugales. Je suis certaine que ces échanges ont utilement permis d'affiner votre analyse, mais également vous ont permis de partager les bonnes tics que vous avez pu identifier, ainsi que les points faibles, les difficultés éventuelles, et j'imagine qu'il y en a un certain nombre à résoudre. Je précise pour nos collègues qui n'auraient pas pu assister à ces différentes réunions qu'ils peuvent retrouver ces échanges également sur le site de l'Assemblée nationale. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'au début du mois de novembre, fin octobre, début novembre, nous continuerons ces auditions et ces travaux sur les violences conjugales dès ce soir avec une réunion avec des experts en la matière et demain avec l'audition de Julien de Normandie sur les problématiques de logement. Chers collègues, je vous laisse peut-être nous présenter votre rapport et les conclusions qui sont les vôtres sur ces deux propositions de loi. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, comme vous le savez, notre délégation a décidé de se saisir de deux propositions de loi portant sur les violences conjugales et qui seront examinées demain matin en commission des lois et le jeudi 10 octobre toute la journée dans l'hémicycle. Compte tenu de l'importance cruciale de ce sujet, le choix de cette saisine demandée par Madame la Présidente m'a permis de travailler dans un esprit transpartisan sur ces deux propositions de loi déposées à la fin du mois d'août par nos collègues Boyer, que je remercie, qui est présente parmi nous, et Monsieur Aurélien Pradier. Je suis convaincue que cette discussion législative sera une occasion supplémentaire pour faire avancer la lutte contre les violences conjugales qui sont malheureusement une réalité omniprésente et parfaitement insupportable. Ces deux textes, présentés par nos collègues, se veulent pragmatiques. Ils cherchent des réponses concrètes à des problèmes concrets. En préambule, je tiens à dire que cette démarche me semble la bonne. Je suis en effet convaincue que nous disposons actuellement d'un arsenal législatif et réglementaire bien doté, relativement efficace et adapté aux problématiques, mais qui, à ce jour, n'est pas exploité à son plein potentiel et avec par ailleurs des disparités importantes en fonction des territoires. Il me semble donc prioritaire de faire en premier lieu fonctionner ce qui existe déjà dans notre droit, de faire appliquer les dispositions des lois que nous avons d'ores et déjà votées, de faire progresser les pratiques professionnelles pour qu'elles utilisent la pleine amplitude de notre arsenal en matière de violence conjugale. Avant de vous présenter plus en détail les grands axes de mon rapport et mes différentes recommandations, je tiens à dire que je suis honorée d'avoir été désignée rapporteure au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur ces deux propositions de loi. Depuis le début de la législature, notre délégation a très régulièrement travaillé sur les différentes formes de violences faites aux femmes et sur la problématique du continuum des violences.
Avec l'important travail que nous avons entamé depuis le mois de septembre sur les violences conjugales, je crois que nous poursuivons notre objectif de faire avancer les choses dans ce domaine. Toujours en appréhendant les choses et les enjeux de manière pragmatique et efficace. J'espère d'ailleurs que le travail réalisé sur ces 2 propositions de loi permettra d'enrichir le livre blanc sur la lutte contre les violences conjugales que vous êtes en train d'élaborer, Madame la Présidente, avec l'ensemble de la délégation, au nom de notre délégation. J'en viens à présent à la présentation de mon rapport et des principales recommandations que j'y formule quant aux 2 propositions de loi 2200 de Madame Boyer et 2201 de Monsieur Pradier. Je tiens d'ailleurs à les remercier tous les 2 de m'avoir conviée à assister à leurs auditions. Et même si les délais ont souvent été très courts, trop courts, et que mon propre travail d'audition m'a souvent empêchée d'y être aussi présente que je le souhaitais, elles ont pour moi été l'occasion d'aller plus avant dans les réflexions. J'ai eu de mon côté l'occasion de rencontrer une dizaine de personnes. Et comme le rappelait Madame la Présidente, j'ai également pu profiter des auditions organisées par notre délégation sur notre livre blanc pour bénéficier de l'éclairage de 5 associations très impliquées sur le terrain et pour interroger Madame la Garde des Sceaux et Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Le rapport que je vous présente aujourd'hui et que vous avez pu recevoir dans vos boîtes mail tout à l'heure est structuré en 3 grandes parties qui reprennent 3 axes qui me semblent prioritaires. Le premier, c'est le renforcement de l'existant. Le deuxième volet est bien la création de nouveaux dispositifs pour combler les failles qui persistent. Et enfin, le troisième volet qui est tout aussi important, la nécessité d'appréhender la lutte contre les violences conjugales de la manière la plus large possible avec un large volet sur la prévention. Je formule pour cela 19 recommandations sur lesquelles je reviendrai le plus en détail possible en essayant toutefois de ne pas être trop longue puisque nous sommes contraints par le temps. Et avant d'aborder le contenu de mon rapport, je voudrais ajouter une dernière précision qui me tient à cœur. Nous parlons aujourd'hui de texte qui vise à mieux lutter contre les violences conjugales, à mieux aider les victimes et à sanctionner les auteurs de la manière la plus adéquate possible. Bien évidemment, ces dispositions, elles concernent toutes les victimes de violences conjugales. Et parmi elles, on compte aussi des hommes. En 2018, ce sont 121 femmes et 28 hommes qui ont ainsi été tués par leurs partenaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et vous savez tous que les femmes sont les principales victimes de ces crimes commis par le compagnon ou ex-compagnon. Il me semble nécessaire de bien garder cette réalité en tête pour comprendre pourquoi, tout au long de mon rapport, j'ai choisi de me pencher prioritairement sur l'accompagnement des femmes victimes de ce type de violence, tout en n'oubliant pas également les violences qui peuvent exister au sein des couples homosexuels, entre femmes ou entre hommes. Voilà, donc pour ma première partie, renforcer les dispositifs existants. J'ai choisi de consacrer cette première partie à ce qui me semble le plus urgent et le plus efficace à mettre en œuvre à très court terme, c'est renforcer les dispositifs et les outils qui existent déjà et qui forment déjà un arsenal assez riche pour lutter contre les violences conjugales. Mes travaux et mes auditions m'ont permis d'identifier 2 types de dispositifs ou d'outils à améliorer en priorité. D'une part, ceux qui permettent de mieux prendre en charge les victimes de violences conjugales et d'autre part, ceux qui permettent de mieux les protéger afin d'éviter de les laisser exposés aux risques qui peuvent aller jusqu'à se faire tuer. Les violences conjugales, elles fonctionnent selon un schéma particulier. Les victimes sont enfermées dans un cadre intime auquel il est souvent difficile d'échapper. Elles sont souvent sous l'emprise de leur agresseur avec lequel elles partagent ou ont partagé leur vie. Et il faut comprendre que ces victimes ont un jour aimé et fait confiance à l'auteur des violences. C'est parfois même encore le cas malgré les violences. Et il faut comprendre également que dénoncer les violences qu'elles subissent dans le cadre intime, cela peut être pour elles un synonyme de honte, de désapprobation, de suspicion. En outre, en entamant des démarches, elles prennent parfois le risque de faire voler en éclats leur équilibre familial, leur équilibre personnel, leur équilibre professionnel aussi dans certains cas. Toutes ces situations qui sont aussi diverses qu'il y a de victimes sont extrêmement délicates à comprendre et à accompagner. C'est pour cela que je pense, avant toute chose, qu'il est primordial
de continuer à améliorer la formation des personnels impliqués, de près ou de loin, dans la prise en charge des victimes de violences conjugales. Comme cela a été souligné par la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, les efforts ont été très importants dans la formation à destination des magistrats et des membres des forces de l'ordre. Je tiens d'ailleurs à saluer les progrès réalisés dans ce domaine. Des modules sur les spécificités des violences conjugales sont maintenant intégrés aux formations initiales et continues, et il existe une réelle volonté politique d'aller encore plus vite pour former l'ensemble des personnels. Dans une visée très opérationnelle, les ministères développent d'ailleurs de plus en plus d'outils afin de leur permettre d'adapter leurs pratiques. À ce sujet, je formule 2 recommandations pour pérenniser ces formations et développer ces outils pratiques. Je pense en effet que plus cela sera diffusé, mieux nous lutterons de manière coordonnée contre les violences conjugales. Il me paraît par exemple impératif de former les pompiers, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux ou encore les médiateurs qui interviennent dans des procédures de divorce, par exemple. Je ne cherche pas ici à être exhaustive, mais je crois sincèrement qu'il nous faut impliquer le plus de professionnels possible dans cette lutte contre les violences conjugales. Cette formation, elle doit aussi permettre de progresser en matière d'accueil des victimes, car on sait que nombreuses sont celles qui ne parviennent pas encore à franchir le pas du dépôt de plainte. En ce sens, l'annonce du gouvernement de généraliser la possibilité de déposer plainte à l'hôpital est une excellente mesure. À ce titre, la délégation avait déjà eu l'occasion de rencontrer les équipes du COVA de Bordeaux, donc le centre d'accueil d'urgence des victimes. Et il s'agit clairement d'un modèle qui a fait ses preuves et dont nous pourrons utilement nous inspirer sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ces efforts de formation et de procédure, nous devons également renforcer 2 dispositifs qui sont spécifiquement dédiés à la protection des victimes de violences conjugales et dont les associations unanimement soulignent la pertinence. Le premier, c'est l'ordonnance de protection dont nous allons pouvoir parler et ensuite, bien entendu, le téléphone grave danger. Pour commencer avec l'ordonnance de protection et revenir sur l'article 1er de la proposition de loi numéro 2201, celle-ci propose d'inscrire explicitement dans le Code civil que la délivrance de l'ordonnance n'est pas conditionnée par le dépôt de plainte. Si c'est déjà le cas en théorie, il s'avère qu'en pratique, certaines juridictions exigent de la part des victimes d'avoir déposé plainte. Il me semble donc que cette précision dans notre droit sera de nature à améliorer les choses et à faire évoluer les pratiques de nos magistrats. J'ai par ailleurs beaucoup de choses à dire sur les possibilités d'améliorer la mise en œuvre de ce dispositif. J'essaierai donc d'aller à l'essentiel. Tout d'abord, il me semble important que l'ordonnance de protection soit mieux connue par le grand public, afin que les victimes et les professionnels qu'elles rencontrent se tournent plus facilement et plus rapidement vers ce dispositif. On l'a vu au début du mois avec la campagne de communication autour du 3919, c'était un dispositif qui était peu connu. Le faire connaître, ça permet de tendre la main à des victimes ou à des personnes de leur entourage. Il faut faire connaître les dispositifs si on veut qu'ils soient appliqués et qu'ils soient utilisés. Et puis, bien sûr, je considère que pour qu'il soit plus efficace, ce dispositif devrait être délivré plus rapidement. Je suis convaincue que cela participerait pleinement à une meilleure protection des victimes de violences conjugales et contribuerait sans doute à réduire le risque de féminicide dans cette période charnière du début de la démarche de sortie des violences. En ce sens, je partage pleinement l'objectif poursuivi par notre collègue Aurélien Pradié. En revanche, je suis plus mesurée quant à la fixation d'un délai aussi court dans le Code civil. Je crains qu'en l'absence d'un dossier complet, les juges n'aient pas la possibilité de motiver leur décision et que, contraints par un délai très court, ils finissent par refuser les demandes d'ordonnance de protection. Et je ne voudrais pas que d'une volonté d'efficacité, que cette volonté d'efficacité risque d'avoir au final des effets contre-productifs. Et donc, je pense qu'il faut que nous arrivions à aboutir sur de nouvelles propositions, de nouveaux leviers pour réduire ce délai et permettre que l'ordonnance de protection soit délivrée de manière rapide et avec des résultats efficaces. Et dans un souci d'efficacité, toujours, je pense qu'il conviendrait de simplifier la rédaction de l'article 515-9 du Code civil pour faciliter la pratique des juges.
En effet, la notion du danger est souvent jugée problématique et un peu absurde, car s'il y a des violences, il y a nécessairement danger. Je pense aussi que cette notion de danger conduit à considérer que l'ordonnance de protection est avant tout un dispositif pour protéger les femmes, ou en tout cas les victimes de violences conjugales. Or, on constate que les formes de violence, elles s'imbriquent les unes avec les autres, et on peut n'avoir jamais été victime de violences physiques et être victime d'un féminicide. Je pense donc qu'il serait pertinent de préciser que l'ordonnance de protection concerne les différents types de violences conjugales, et je proposerai d'ailleurs demain en commission des lois un amendement en ce sens. Un point me semble par ailleurs très important pour garantir la mise en œuvre de ce dispositif. Je salue notre collègue Aurélien Pradier. Je propose que le juge aux affaires familiales se prononce systématiquement sur les différents sujets énumérés à l'article L515-11 du Code civil pour lesquels il a compétence. On a rencontré plusieurs associations qui militent en ce sens et il me semble qu'une telle évolution permettrait d'éviter toute incohérence entre les mesures s'appliquant à la victime d'une part et celles concernant l'auteur d'autre part. On a eu des exemples, par exemple, de coexistence d'une mesure d'éloignement et à côté de ça, d'un droit de visite régulier, ce qui peut poser des difficultés à la maman très souvent. Et donc garantir qu'aucun ne soit laissé de côté. Je suis convaincue qu'il s'agit là d'un point crucial si nous voulons que l'ordonnance de protection soit un véritable rempart contre la violence des auteurs. Un mot maintenant, le téléphone grave danger. Ce sera plus rapide sur ce dispositif car les évolutions me semblent relever davantage du domaine du réglementaire, voire d'une simple circulaire. En résumé, je pense qu'il conviendrait d'assouplir et d'harmoniser les conditions d'attribution des téléphones grave danger, qui semblent être très différentes sur les territoires. Il s'agit là de mes recommandations numéro 9 et 10. Vous avez certainement dû l'entendre sur vos territoires également. On a un certain nombre de téléphones grave danger qui sont mis à disposition. Ils ne sont pas tous attribués. Faisons en sorte que tous ceux qui sont mis à disposition soient attribués en assouplissant les conditions. Voilà, donc dans ma deuxième partie, je souhaitais adresser les questions des nouveaux dispositifs à créer. Et donc, typiquement, les remontées de terrain, notamment par les associations d'aide aux victimes, m'ont amené à remarquer certaines failles, certains trous dans la raquette et certains verrous qui perdurent et qui nuisent à l'efficacité de notre politique publique de lutte contre les violences conjugales. Ma deuxième partie porte sur ces cas de figure précis et propose des recommandations pour mieux protéger les victimes, mais aussi pour mieux prendre en charge les auteurs, car je suis intimement convaincue qu'il s'agit là d'une partie de la solution, sans oublier bien sûr les enfants qui sont eux aussi des victimes des violences conjugales. Un dispositif est au cœur de la proposition de loi de M. Pradier. C'est le bracelet électronique anti-rapprochement. Notre collègue prévoit ainsi dans le chapitre 2 de sa proposition de loi d'inscrire ce dispositif de protection dans la loi, non plus seulement de manière expérimentale, mais à titre définitif, et d'élargir le port du bracelet au champ civil. Je dois dire que je suis extrêmement favorable à cette proposition que je défends à titre personnel depuis plusieurs mois aux côtés de plusieurs acteurs du Val d'Oise et qui, suite à notre mobilisation, avait d'ailleurs été annoncée par la garde des Sceaux il y a quelques mois. Je suis convaincue de la pertinence de ce dispositif, mais je tiens à souligner que sa généralisation doit se faire le plus rapidement possible afin de proposer au plus vite cette solution aux victimes et éviter de nouveaux drames. On avait l'idée d'une expérimentation, on passe à la volonté de généralisation, je m'en réjouis, mais ça ne doit pas expliquer des retards, il faut aller vite et le mettre en place le plus rapidement possible. Et comme les auditions l'ont relevé, et je pense, mon cher collègue, que vous en êtes arrivé à la même conclusion à travers vos propres auditions, il sera nécessaire, dans le cadre civil et présententiel de la délivrance d'une ordonnance de protection, de recueillir le consentement de l'auteur des violences pour le port du bracelet. Faute de quoi, les dispositions concernées pourraient encourir une institutionnalité. S'agissant d'un procédé qui touche d'une part au corps humain, à la liberté d'aller et venir, au respect des données personnelles de chacun, ce consentement me paraît indispensable au regard du principe de dignité de la personne humaine. Ceci étant dit, je pense toutefois qu'il nous faut parvenir à compléter ce dispositif pour garantir que le bracelet soit tout de même efficace en présentiel. Je considère en effet
que si le juge aux affaires familiales a estimé que les risques encourus par la victime justifiaient le port d'un bracelet et que l'auteur présumé s'y était refusé, il faut que la loi prévoie une procédure systématique permettant de garantir la protection de la victime. Il me semble que la solution pourrait être d'aviser le plus rapidement possible le procureur de la République pour qu'il puisse, dans les meilleurs délais et sous réserve de son pouvoir d'appréciation, ouvrir une enquête, mettre éventuellement le suspect en garde à vue, voire lui imposer ce dispositif électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Je proposerai demain en commission des lois des amendements allant dans ce sens et il me semble important que nous parvenions à trouver un consensus pour préciser ce point et garantir la protection des victimes de violences conjugales. Par ailleurs, j'ai souhaité, dans mon rapport, aborder un point qui ne figure pas directement dans les propositions de loi, mais qui me semble inéluctablement lié à la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Il s'agit de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Si nous voulons déconstruire le cercle vicieux des violences conjugales et plus généralement des violences sexistes et sexuelles, il me paraît aujourd'hui nécessaire de réaliser la prise en charge des conjoints violents dans une optique de prévention des violences et bien sûr de prévention de la récidive. Alors certes, le suivi sanitaire et socio-psychologique existe déjà en matière pénale ainsi qu'en présententiel, notamment dans le cadre du contrôle judiciaire. Mais les associations de terrain sont unanimes. Cette prise en charge, elle est insuffisamment développée. Ma recommandation numéro 12 est donc de développer et d'harmoniser les modalités de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Et au-delà des victimes et des auteurs, bien sûr, la lutte contre les violences conjugales appelle également la prise en charge des enfants confrontés à ces situations qui sont extrêmement destructrices pour eux aussi. Et d'ailleurs, je dis au-delà des victimes et des auteurs, mais les enfants font partie des victimes. Le Premier ministre l'a rappelé le jour du lancement du Grenelle contre les violences conjugales, le 3 septembre dernier. Je pense que c'était un moment fort. Un conjoint violent n'est pas un bon père et notre droit doit en tirer les conséquences. C'est pourquoi je considère que la question de l'autorité parentale constitue un enjeu majeur. Mais je tiens également à rappeler que s'agissant d'un sujet aussi délicat, il importe de préserver les droits de chacune des parties au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, tout en maintenant le pouvoir d'appréciation des juges. Des groupes de travail étant actuellement en train de se pencher sur ce sujet dans le cadre du Grenelle, il me semble peut-être prématuré de se prononcer sur des mesures isolées dans le cadre de ces propositions de loi. Et je souhaite plutôt que la concertation et les travaux menés en ce moment même permettent de prévoir une solution qui assure la protection des enfants, bien sûr, d'abord, mais aussi la garantie des droits des parents et le respect de la liberté des magistrats. La troisième partie de mon rapport porte sur la manière d'agir en amont et en aval des violences. Comme je le disais en introduction, je suis persuadée qu'il est nécessaire d'appréhender la lutte contre les violences conjugales de la manière la plus large possible. Concrètement, je pense que nous ne parviendrons pas à mettre un terme à ce phénomène si nous n'agissons pas en amont et en aval de ces violences. En amont, en accentuant considérablement la prévention et l'éducation dès le plus jeune âge à l'égalité. Nous avons eu l'occasion, par nos divers travaux au sein de la délégation depuis le début de la mandature, d'avancer sur ces questions-là. Il faut poursuivre en ce sens. Et puis, bien sûr, en aval, en garantissant un accompagnement des victimes de violences conjugales dans la durée. Tout d'abord, la prévention et l'éducation à l'égalité constituent en effet une condition nécessaire à l'avènement d'une société sans violence sexiste et sexuelle, sans violence conjugale. Dès le plus jeune âge, nous devons parler aux enfants d'égalité. Nous devons leur apprendre que, oui, tous les métiers sont accessibles aux femmes et aux hommes. Que non, on ne coupe pas la parole aux autres et on ne se permet pas de le faire quand c'est une fille qui parle. Que oui, les corvées et les responsabilités familiales sont partagées. Que non, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose simplement parce qu'on le désire. Ce ne sont bien sûr que des exemples, mais il me semble que nous devons toutes et tous inculquer cette culture de l'égalité si nous voulons en finir avec les violences faites aux femmes et bien sûr avec les violences conjugales. Pour y parvenir, 2 points me paraissent aujourd'hui prioritaires.
D'une part, renforcer la politique interministérielle d'éducation à l'égalité en mettant en œuvre les séances annuelles prévues à l'école sur ce sujet. D'autre part, profiter de la mise en œuvre du service national universel pour développer dans un nouveau cadre l'éducation à l'égalité, au respect de soi et d'autrui. Et je considère que cette éducation à l'égalité ne doit pas s'arrêter à la sortie de l'école. Il faut que tout au long de la vie, à toutes les étapes et dans tous les cadres, y compris professionnels, il soit rappelé que l'égalité est fondamentale, qu'elle est un principe constitutif de notre République. Je recommande pour cela de continuer à sensibiliser la société française par tous les moyens possibles. Cette sensibilisation doit en outre mettre l'accent sur la diversité des formes de violence. Parce que les violences, elles sont multiples. Et nous ne devons pas oublier, par exemple, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences administratives. Parce que les violences concernent toutes les femmes, de tout territoire, de tout milieu, de tout âge. Nous ne devons pas oublier les violences à l'encontre des femmes seniors, nous avons eu l'occasion d'en parler, des femmes issues de l'immigration ou encore des femmes handicapées, par exemple. Le travail mené dans le cadre du Grenelle des violences conjugales par le gouvernement, par notre délégation et par l'ensemble des acteurs et actrices impliqués doit être l'occasion de parler de toutes les victimes et de lutter contre toutes les formes de violence qui existent. Et l'examen de ces deux propositions de loi pourrait d'ailleurs être une opportunité pour mieux prendre en compte l'ensemble des formes de violence, la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le sens de mes recommandations 7, 16, 17 et 18 que vous retrouvez dans le rapport. Enfin, je serai brève sur ce point afin de ne pas prolonger cette présentation. Les violences conjugales sont un phénomène complexe aux conséquences multiples et qui demande souvent d'accompagner les victimes sur le long terme et pas seulement dans l'urgence. En particulier, je considère que la question de l'hébergement d'urgence et de moyenne durée est un facteur clé pour permettre à la victime de sortir des violences conjugales et de s'engager dans une procédure de reconstruction, voire une procédure judiciaire contre l'auteur des violences. Ce point étant particulièrement crucial, je souhaite que le Grenelle contre les violences conjugales, lancé en septembre par le gouvernement, soit l'occasion d'expérimenter la situation et de construire les solutions pour résoudre les deux difficultés dénoncées par les associations de terrain, le manque de place et le caractère souvent inadapté de l'hébergement d'urgence. Sans être tiens néanmoins à saluer d'ores et déjà l'annonce du gouvernement de créer 1200 places d'hébergement et de logement d'urgence, et je rappelle que ces places doivent être effectivement réservées aux femmes victimes de violences conjugales afin de leur permettre de bénéficier d'un hébergement spécifique, non mixte et d'un accompagnement adapté. Cet accompagnement doit en outre se comprendre sur le moyen et le long terme. Il ne faut surtout pas réduire la prise en charge des femmes victimes de violences aux situations d'urgence. En conclusion, je voudrais dire qu'il me semble important que cette proposition de loi puisse être discutée dans un esprit d'ouverture, avec comme seul mot d'ordre celui d'améliorer la lutte contre toutes les formes de violence conjugale. Je pense important que ces sujets soient régulièrement abordés dans le cadre de nos institutions. Vous avez compris à travers mon rapport qu'au-delà des propositions concrètes de mes collègues Valérie Boyer et Aurélien Pradier, j'ai choisi d'aborder dans mon rapport les sujets thématique par thématique. J'espère que cette approche nous permettra d'enrichir mutuellement nos propositions. Je pense sincèrement que la France doit devenir un modèle en matière de lutte contre les violences conjugales. Et nous devons progresser dès maintenant et rapidement pour éradiquer ces violences. Le débat sur ces deux propositions de loi sera pour moi une nouvelle opportunité d'avancer sur ce sujet. Je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. Merci Madame la rapporteure pour cette présentation, j'ai presque envie de dire exhaustive, de la question des violences conjugales sur lesquelles nous travaillons en effet bien avant d'ailleurs la question du Grenelle depuis maintenant 2 ans. Vous abordez un certain nombre de questions qui vont à la fois de la prévention à la prise en charge des auteurs, à la sanction évidemment également des auteurs et à la protection des victimes. J'aurai pour ma part 3 points dont je souhaiterais vous parler. Le premier qui est une question qui m'a été soumise, que j'ai moi-même organisé une réunion ce week-end en circonscription, par un maire, et je trouve l'idée assez convaincante. Parallèlement à la question du bracelet anti-rapprochement, sur le plan technique,
Pourrions-nous également imaginer, alors peut-être pas dans le cadre de ces 2 propositions de loi, mais en tout cas y contribuer peut-être à travers une réunion, imaginons qu'on puisse avancer sur cette question, sur la question de la domotique. Il m'indiquait en effet qu'aujourd'hui, il y a de gros progrès qui avaient été faits en termes de domotique, et on pourrait imaginer également qu'il y ait un certain nombre de progrès qui soient menés conjointement avec les associations, les acteurs qui travaillent sur les violences, de manière à pouvoir équiper certains logements en matière de domotique, un peu sur le même principe que le bracelet anti-rapprochement, de manière à sécuriser les victimes à l'approche d'un conjoint violent. Donc ça pourrait être également une piste. Sur la question des ordonnances de protection, en effet, il faut qu'elles soient mieux connues, mieux appliquées. Reste néanmoins la question du téléphone grand danger et de l'attribution et des critères, l'assouplissement des critères. Je crois que tout le monde en parle. Il faut que les critères d'attribution des téléphones grand danger soient assouplis. On a besoin que ces téléphones soient davantage attribués et on a besoin, les victimes ont besoin, et nous-mêmes en fait en tant que parlementaires, lorsqu'on contrôle l'action du gouvernement, on a besoin d'avoir des éléments tangibles. Il faut que les refus d'attribution, à la fois des ordonnances de protection et des téléphones grand danger, soient motivés, soient sérieusement motivés, de manière à ce que les services, notamment du ministère de la Justice, expliquent réellement à la victime en quoi elle n'a pas spécifiquement besoin de ces dispositifs. Un point également, puisque c'était notamment l'objet d'une discussion que nous avons pu avoir jeudi avec la FNACAF, qui est la Fédération des associés de travail sur les auteurs de violences. En effet, les violences sont multifactorielles, mais assurément, si on veut éviter une récidive, il faut que les auteurs soient pris en charge. Donc là encore, quels dispositifs peuvent être précisément développés, automatiquement mis en place, voire même en présententiel, là aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer avec le téléphone, avec le bracelet anti-rapprochement, automatiquement une prise en charge de l'ordre, je ne sais pas si c'est psychologique, social, etc. En tout cas, il faut que l'auteur soit également pris en charge sur ce point-là. J'aurais encore beaucoup d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, il nous reste peu de temps et je sais qu'il y a beaucoup de questions également chez mes collègues. Donc, je passe tout de suite la parole à Monsieur Viry. Merci, Madame la Présidente. Je serai bref parce qu'effectivement, le sujet est vaste. Je voudrais vraiment, sans flagornerie, saluer notre collègue Lazare pour la qualité de ses investigations et pour la liberté de ses réflexions dans le cadre de ce rapport d'information. 3 points. Manifestement, la nécessité de valoriser ce qui existe de bien partout sur le territoire. Il y a des initiatives qui sont bonnes et qui mériteraient d'être dupliquées. Vous le soulignez, mais à mon avis, il faut le relayer. Deuxièmement, c'est s'assurer d'une uniformisation des droits, parce que les magistrats n'ont pas la même pratique et que, hélas, le recours au droit n'est pas donc ouvert de la même façon partout sur le territoire. Et troisièmement, sur les auteurs. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Un auteur, il faut s'en occuper, mais peut-être, que pensez-vous de cette idée qui est testée dans certains territoires de créer, en tout cas, de disposer de places d'hébergement dans des foyers ou autres, auprès d'un bailleur social qui serait en lien avec le ministère de la Justice, pour qu'on puisse, sur réquisition de M. le procureur de la République, lui donner un lieu d'hébergement dès lors que dans le cadre de l'ordonnance, on attribuerait le logement à la femme. Il faut effectivement dépassionner et je présume qu'on doit véritablement faire un point. Est-ce que dans le cadre de vos investigations, vous avez recensé cette pratique? Merci, Monsieur Viry. Madame Le Pen. Merci Madame la Présidente, chers collègues. D'abord, merci pour ce rapport complet, très complet. Je retiens la 19e recommandation sur laquelle je m'accroche, mais voilà, faire de l'hébergement d'urgence et de moyenne durée un des sujets prioritaires de la politique de la lutte contre les violences conjugales, afin de proposer aux victimes une
situation et une solution cohérente et adaptée à la spécificité de chaque situation. Elle fait écho à une table ronde de la semaine dernière avec plusieurs associations, dont Madame Servetti, notamment présidente de l'association Une femme à toi, nous y sépare. Et elle disait bien qu'il était impératif pour le logement des femmes victimes de violences qu'il y ait une spécificité. Il ne faut pas accueillir ces victimes dans des lieux d'hébergement d'urgence, mais dans des lieux de mise en sécurité, avec des professionnels formés, réservés, je rejoins ce que vous disiez, du personnel formé aux victimes donc de violences. Si on se trompe d'hébergement, disait-elle, on va se tromper aussi d'accompagnement. Madame Servetti a témoigné ou a fait témoigner des femmes refusant de se loger dans ces hébergements d'urgence qui accueillent des profils très variés et donc souvent des auteurs de violences femmes. Et donc l'accueil en hébergement d'urgence ne devrait pas être donc envisagé pour ces femmes victimes de violences pour lesquelles une situation ou une solution d'hébergement spécifique est un préalable à un accompagnement digne et surtout efficace. Alors demain, j'interrogerai la ministre sur cet impératif. Je crois que nous avons là un objectif fondamental pour la prise en charge des femmes victimes de violences et nous devons réfléchir aux leviers à activer pour qu'elles soient plus dirigées vers des mesures d'hébergement d'urgence plutôt dites classiques, mais d'autres hébergements plus spécifiques. Je vous remercie. Et Madame Boyer. Merci beaucoup Madame la Présidente. Bon, à mon tour de saluer l'excellent rapport que j'ai découvert en même temps que vous, parce qu'on a tous eu en plus des délais extrêmement brefs, des contraintes de calendrier avec d'autres missions parlementaires qui nous ont amenés chacune à l'autre bout de la planète. Je crois pour Madame Lazare en Russie et moi à Malte pour un rapport sur l'immigration, l'asile et l'intégration. Néanmoins, on est dans un exercice parce que nous sommes dans une niche parlementaire de l'opposition et en ce qui me concerne, je crois que depuis 2019, depuis quelque temps, là, j'ai déposé 10 propositions de loi donc, sur les violences conjugales et les violences en général. Et donc là, on m'avait demandé de prendre une proposition de loi qui me semblait prioritaire. Ça a été évoqué par Madame Lazare. Pour moi, celle qui me semblait prioritaire, c'est la protection des enfants en cas de violence conjugale. Donc, je partage tout à fait vos 3 objectifs, de mieux définir les violences intrafamiliales. D'ailleurs, j'ai fait des propositions dans ce sens, de mieux surveiller les auteurs, bien sûr, mais et de mieux protéger les enfants. Vous avez évoqué, je m'attarderai que dessus, cette question. Elle figure dans 2 propositions, la 8 et la 12, je crois, dans votre rapport. Je partage totalement ces objectifs, mais pour avoir travaillé sur ces questions depuis de nombreuses années, et avoir mené toute une série d'auditions, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre parce qu'il y a tous les jours des difficultés sur la protection des enfants et sur le fait qu'il y a un dysfonctionnement entre le civil et le pénal. Et donc, ce que je propose, c'est de renforcer, comme vous l'évoquez aussi dans le rapport, la cohérence entre le droit pénal et le droit civil en matière de droit de la famille et la prise en considération de l'intérêt de l'enfant dans les décisions de justice en matière d'autorité parentale. Le Code civil, c'est sûr, porte déjà des dispositions qui permettent au juge civil de retirer l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants à la suite de fautes graves commises par ce parent dans le but de protéger les enfants. Un tel retrait est notamment possible en cas de condamnation pénale du parent comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'un délit sur la personne de l'enfant ou d'un crime sur la personne de l'autre parent, ou lorsqu'il est reconnu comme co-auteur ou complice d'un crime ou délit commis par son enfant. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est comme ça. Mais toutefois, ces décisions aujourd'hui sont insuffisamment mises en œuvre en pratique par les juridictions civiles, même si depuis 2005, le Code pénal impose aux juges répressifs de se prononcer sur le retrait éventuel de l'autorité parentale. Mais moi, ce que je voudrais, c'est renforcer l'effectivité de ces dispositifs. L'article 3 de la proposition de loi qu'on examinera demain en commission des lois fait du retrait de l'autorité parentale par le juge civil en cas de condamnation pénale du parent, le principe et son maintien, l'exception. Donc là, on n'est pas dans quelque chose d'inconstitutionnel parce que j'ai bien compris ce que la chancellerie nous avait expliqué lors des auditions. Et c'est justifié par une décision qui est spécialement motivée. Et vous avez raison d'insister sur la motivation des décisions au regard de l'intérêt de l'enfant. Ça me semble absolument essentiel, à la fois de ne pas oublier l'enfant et
ensuite de motiver toutes les décisions. Ce que toutes les auditions nous ont appris, c'est que c'était insuffisamment fait désormais. Et puis en plus, ça rendrait les choses conformes à la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette évolution laisserait la possibilité d'individualiser sa décision en fonction des circonstances de l'espèce et de la personnalité du titulaire de l'autorité parentale. Donc, c'est pour ça que les propositions que j'ai proposées, elles s'inscrivent pleinement dans les pistes de réflexion que vous avez évoquées, Madame Lazare, et qui ont été surtout esquissées, j'allais dire quasi mot à mot, par le Premier ministre lors du Grenelle des violences conjugales, puisque je cite M. Édouard Philippe qui disait « Protéger aussi bien les enfants que leur mère en réformant notre législation en matière d'autorité parentale, en cessant d'opérer, je cite encore, une scission artificielle entre le conjoint et le père quand il s'agit du même homme. » C'est tout à fait le sens de la proposition de loi que j'ai déposée depuis 2010 et que j'ai redéposée récemment à cette occasion parce que ça me semble être une urgence. Maintenant, je pense que on a une occasion exceptionnelle de pouvoir faire en sorte que ces situations extrêmement douloureuses soient réglées. Et je vous remercie d'être arrivé aux mêmes conclusions que les miennes. Je pense que ce type de proposition est totalement consensuel et ne souffre pas d'examen partisan, mais ne souffre pas non plus d'attendre encore plus longtemps parce qu'il y a des familles qui sont, elles, dans la souffrance quotidienne du fait de cette scission entre le pénal et le civil et du fait que les enfants sont souvent oubliés dans les décisions. Je vous remercie et merci encore pour ce beau travail. Merci beaucoup, Madame Boyer. Chers collègues, j'attire votre attention sur le fait, non pas que je veuille brusquer les prises de parole, qu'il est 14h48 et qu'il y a un hommage à Jacques Chirac à 15h dans l'hémicycle. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre pour très rapide les diverses prises de parole, que chacun puisse se limiter dans sa prise de parole, de manière à ce que notre rapporteur puisse répondre très rapidement, parce que pour ma part, je pense que c'est important d'être à 15h dans l'hémicycle. Madame Antoine. Oui, merci Madame la Présidente. Donc j'entends effectivement ce que vous venez d'indiquer. Je vais être brève. À mon tour de féliciter la qualité du rapport, tout comme la qualité des deux propositions de loi que nous pourrons évoquer le 10 octobre prochain. Je voudrais moi aussi m'attacher aux enfants et aux enfants qui sont victimes, problème de l'autorité parentale et des difficultés que ont les juges pour retirer à l'un des parents l'autorité parentale, cette autorité parentale qui, en fait, en pratique, reconnaît le parent dans son statut parental. Je voudrais m'attacher aux droits de visite et d'hébergement. On sait en pratique combien de femmes restent avec leurs conjoints dans l'intérêt de leurs enfants parce qu'elles s'inquiètent beaucoup des conséquences que pourraient subir les enfants dans le cadre d'une séparation. Et on sait les difficultés qu'ont nos juges d'affaires familiales de comprendre la réalité. Et pendant des années, j'ai entendu dire par nos juges d'affaires familiales que ce n'était pas parce qu'on avait un conjoint violent que forcément il était violent sur son enfant. Donc, ces derniers mois, ces dernières années, cela semble évoluer et cela me rassure plutôt. Dans votre rapport, Madame le rapporteur, vous indiquez, page 30, que ce droit de visite pourra ainsi être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Or, en pratique, comment voulez-vous mettre en place ce dispositif, sachant que sur certains départements, nous n'avons pas d'espace de rencontre, ou pour un département comme la Drôme, qui est mon département, nous n'avons qu'un espace de rencontre. Et certaines fois, les juges sont obligés d'attendre 6 mois, voire même presque 1 an sur certains départements, pour pouvoir fixer un droit de visite compte tenu de cette carence-là. Je vous remercie. Merci vivement, Madame Antoine. Madame Panonacle. Très rapidement, je vous remercie. Oui, très rapidement. Merci, Madame la Présidente. À nouveau, toutes mes félicitations, Madame la rapporteure. J'avais travaillé dans le cadre de la réforme de la justice sur, effectivement, améliorer la lutte contre la récidive pour les crimes sexuels en utilisant aujourd'hui ce qui existe, le suivi socio-judiciaire. Ne pourrions-nous pas envisager, effectivement, une amélioration de ce suivi dans le cadre des violences de manière plus générale, en tout cas violences faites aux femmes, conjugales, peut-on le rendre obligatoire et peut-on surtout le prévoir dès l'incarcération et non pas à la libération de la victime, comme souvent, de l'auteur, comme souvent c'est le cas. Merci.
Merci Madame Panonac, Madame Trestorina. Merci Madame la Présidente. Je tiens à saluer le travail de Fiona Lazar qui fait un très très beau travail sur ce rapport et très rapidement, effectivement, comme ça a été dit. Je voudrais revenir sur les enfants victimes directes des violences conjugales. Effectivement, les sont des victimes directes et je pense qu'il serait bien de pouvoir préconiser un suivi de ces enfants obligatoire parce que souvent les enfants reproduisent ce qu'ils ont vécu et ils souffrent, vous l'avez cité, avec des différentes pathologies, donc un suivi effectivement à court terme est nécessaire, mais un suivi sur le long terme me semble également important afin qu'ils ne se reproduisent pas les faits qui ont pu se produire dans leur enfance. Merci chers collègues. Madame Couillard. Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens également à saluer évidemment ma collègue Fiona Lazar pour la qualité de son travail. Je vais être très rapide. Je vous félicite pour la proposition, la recommandation numéro 3. Le COVA accueille évidemment les femmes victimes de violences, qu'elles soient sexuelles ou conjugales, donc au COVA. Moi, je voulais savoir si on avait une idée un petit peu de tout ce qui était proposé partout en France, parce qu'il est vrai, et je m'en félicite, qu'il y ait des accords qui soient passés localement, justement, pour accueillir la parole des femmes, faire des prélèvements, etc. Ce que je voudrais m'assurer, c'est que derrière, si on met en place cette recommandation, s'assurer que tout le monde ait le même dispositif partout en France et qu'il n'y ait pas des disparités sur le territoire. Donc, est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, en tout cas, si ça n'a pas été déjà pensé, d'avoir un audit sur les différentes solutions et formules qui sont proposées partout en France? Merci. Merci Madame Couillard. Monsieur Pradier. De manière très brève, simplement Madame la Présidente, pour saluer le travail de Fiona Lazar sur ce sujet, et vous dire, ma chère collègue, que nous aurons le même état d'esprit demain lors de l'examen en commission, avec une double volonté. D'abord, de ne pas jouer de tactiques politiques sur un sujet aussi essentiel, tout le monde comprendra. Ensuite, de ne pas réduire nos ambitions. Et c'est la seule condition que je poserai à la démarche constructive que nous voulons avoir les uns les autres. Il n'est pas question que nous ressortions, évidemment, et ce n'est pas le sens de votre engagement, de l'examen de ces deux propositions de loi en ayant réduit considérablement la voilure, parce que si nous faisons les choses à moitié, nous ne les ferons pas. Donc il s'agit là, je le dis à l'attention de tous nos collègues, de faire preuve d'une grande détermination dans des moments où certainement beaucoup de considérations juridiques importantes par ailleurs, techniques importantes par ailleurs, de moyens importants par ailleurs, nous pousseraient peut-être à réduire la voilure de nos ambitions et ce n'est pas du tout ce qui est nécessaire. Je salue la qualité de votre travail et le caractère déterminé de cet engagement. Merci Monsieur Pradier d'être venu au sein de la délégation pour notamment participer à ces échanges. Madame Tamarel, vraiment 1 minute, s'il vous plaît. Oui, on va faire très court. Bravo. Tu vas avoir du mal à répondre. Non, moi, c'était juste pour poser par rapport à ce qui a déjà été dit, parce que ayant fait sur la prévention de la maltraitance des enfants et dans mon cursus professionnel, j'y suis particulièrement attachée à ce sujet de protection de l'enfant et de prévention de la maltraitance. Juste poser le principe que effectivement tout le monde dit, et c'est reconnu par M. Durand, que l'enfant est victime, mais l'enfant est effectivement victime et je pense que juridiquement il faut qu'il soit reconnu comme victime pour le principe de réparation, c'est-à-dire que des soins, que ce soit, quelles que soient les violences subies, ou c'est le cas par exemple dans les agressions sexuelles pour les enfants. On sait que c'est très important que juridiquement la victime soit posée. Et je pense que de la même façon, quand les enfants sont témoins de violences conjugales et comme on le dit très justement, qui sont eux-mêmes victimes de violences, il faut que l'acte juridique soit posé de façon à ce que la prise en charge soit adéquate et que là, justement, par rapport à l'autorité parentale, ça soit clair. L'enfant est victime. Voilà. Donc, je voulais avoir la réaction de Madame la rapporteure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tamarel. Madame Lazare, vous avez absolument 3 minutes pour répondre. Merci de me donner l'opportunité de répondre très succinctement à toutes ces questions qui sont riches et denses, qui me permet quand même de dire qu'il y a demain matin en commission des lois l'examen de ces deux propositions de loi qui vont permettre d'avoir le temps d'aller un peu plus en détail. Donc très rapidement, pour aller vite, sur le déploiement du téléphone grave danger et des ordonnances de protection, il est clair qu'il faut aller plus loin, plus vite et que ces dispositifs existent et qu'il faut une volonté politique. C'est le sens de la circulaire qu'a adressée la garde des Sceaux à l'ensemble des juridictions en mai dernier, si je ne dis pas de bêtises, qui invite les procureurs à davantage se saisir de ces outils et je crois là que c'est essentiel. Madame la Présidente, vous parlez de domotique. Nous n'avons
pas creusé, mais oui, il faut s'appuyer sur la technologie parce que la technologie avance et nous devons pouvoir avancer avec. Ça a été le cas avec la mise en place du téléphone grave danger il y a maintenant longtemps, avec la mise en place du bracelet anti-rapprochement que nous souhaitons. Il y a également dans la proposition de loi d'Aurélien Pradié une réflexion sur des applications mobiles. Donc oui, il faut aussi que la technologie puisse nous aider à protéger les victimes de violences. Sur la question de la prise en charge des auteurs, c'est un sujet vaste, dense et compliqué, mais sur lequel il faut qu'on s'attarde et qu'on mette toutes nos forces pour prévenir la récidive, et tout en faisant attention à la présomption d'innocence, puisque dans le cadre d'une ordonnance de protection, il faut faire attention à ne pas confondre coupable et accusé. Je vois qu'il faut vraiment que je fasse très vite. Donc sur le volet hébergement, je pense que nous auditionnerons demain Julien de Normandie qui pourra apporter beaucoup de réponses, mais vous l'aviez dit, vous avez raison, le suivi social de ces femmes sur le moyen terme est nécessaire et l'hébergement d'urgence n'est pas une fin en soi. Voilà, sur la définition des violences, j'avais eu l'occasion d'en parler dans le cadre de la présentation de mon rapport. Sur l'autorité parentale, il y a de véritables enjeux et là-dessus, je pense qu'il faut que nous travaillions de concert. Vous l'avez dit, nous l'avons tous dit, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'ils sont des violences, qu'ils sont des victimes de ces violences. Madame Trastour-Esnard, je crois, évoquait la possibilité qu'il y ait davantage d'accompagnement de ces enfants et de suivi social de ces enfants. Je crois que c'est une nécessité, que c'est quelque chose sur lequel nous devons avancer. Et voilà, on me dit qu'il faut vraiment conclure. Donc je conclus en disant et en saluant les travaux de Madame Boyer et Monsieur Pradié et en affirmant que nous avons la même détermination, une véritable volonté d'avancer ensemble pour lutter contre les violences conjugales. Toutes les initiatives sont à suivre, à encourager, et nous devons avancer pour lutter contre ces violences. Merci à tous. Merci Madame Lazare. Je vais mettre maintenant aux voix le rapport ainsi que ses recommandations. Qui est pour? Qui s'abstient? Très bien. Donc le rapport est donc adopté à l'unanimité et je rappelle en effet que la délégation sera fort soutien sur les deux propositions de loi déployées par nos deux collègues. Merci à toutes et à tous.